la question, c'est déjà, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà un peu sensibilisé ou peut-être convaincu par le bois. La question, évidemment, de savoir pourquoi construire avec le bois et pas forcément avec ce qu'on fait depuis quelques temps, de manière assez conventionnelle. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est de remettre un petit peu dans le contexte quelques chiffres, de manière générale, dans le bâtiment. On s'aperçoit que le bâtiment, avec un grand B, consomme à lui seul 50% des ressources naturelles. Donc c'est quand même assez important. 45% pour la consommation d'énergie, même si avec les RT, les réglementations thermiques successives, on a essayé de diminuer ce besoin en consommation d'énergie. 40% aussi en déchets. 25% des émissions de CO2. On parlait à une époque d'une taxe carbone qui, j'espère, va revenir. Aujourd'hui, on parle plutôt d'impact carbone, de bâtiments à bas carbone avec le label, l'expérimentation E+, C- pour énergie positive et bas carbone, qui préfigure de la nouvelle réglementation. Donc on commence à s'intéresser à l'impact carbone dans les bâtiments. Et aussi le prélèvement en eau potable qui n'est pas négligeable, qui est aux alentours de 15-17%. Donc voilà, quelques chiffres pour essayer de poser un petit peu des jalons sur la thématique du bâtiment et pourquoi on s'intéresse justement à essayer de construire autrement. Alors le bois, il a plein d'avantages. Son premier, évidemment, c'est une ressource dite renouvelable. On parle beaucoup du bois comme une énergie renouvelable, mais on oublie aussi que c'est un matériau renouvelable. Comme vous le savez, il est issu de la forêt, mais contrairement à ce qu'on pense, c'est un matériau qui ne pousse pas tout seul. Quand on regarde une forêt, on a l'impression qu'elle pousse tout seul, mais on a des gens derrière, on a des professionnels qui cultivent cette forêt, ce qu'on appelle des sylviculteurs. Et le but, c'est justement de produire des bois de qualité qui vont servir à construire. Mais c'est vrai que le gros argument, c'est quand même sa capacité à être renouvelable et surtout renouvelé. Alors j'insiste sur le renouvelé, parce que le renouvelé, ça induit aussi une capacité à renouveler cette forêt. Alors aujourd'hui, on a aussi des labels, des certifications de gestion dite durable de cette ressource qui permettent de garantir aussi la pérennité de ces forêts. Parce que c'est bien beau d'avoir un matériau renouvelable, mais si on ne le renouvelle pas, ça a peu d'intérêt. Ensuite, un deuxième argument, c'est un matériau naturel. Alors je dirais, c'est pas un argument en soi, parce que, comme on dit, l'amiante est un matériau naturel, et c'est pas pour autant un matériau sain. Mais le bois, il a cet intérêt d'être riche, alors riche en matière, comme on le voit sur la photo. Là, c'est un détail que j'ai pris sur un parquet un jour. En passant devant ce parquet, j'ai vu c'est des défauts pour l'arbre. C'est une succession de petits nœuds qui se sont développés de manière un peu anarchique, mais pour le bois, son aspect, ça amène une richesse. C'est donc un matériau qui est très riche en aspect, en essence. Vous le savez, hein, on a quand même beaucoup d'essences différentes. En France, on en a à peu près 100, un peu plus de 150, 130 essences, 130 essences qui sont utilisables aujourd'hui. Donc construire en bois, c'est aussi connaître ce panel d'essences. Et on le sait, chaque essence a ses propriétés, a ses capacités, plus ou moins limitées. Et ça aussi, il faut le connaître. On ne peut pas se dire construire en bois si on ne connaît pas déjà la ressource et ce panel d'essences. Je reviens sur les différents arguments plutôt d'un point de vue environnemental. C'est un matériau qu'on dit peu énergivore. Il a besoin de peu d'énergie pour être transformé. Alors je ne vais pas faire le rapport avec les autres matériaux, mais vous le voyez, il y a quand même aussi cet argument qui est quand même assez intéressant. On a aussi un matériau qui stocke du CO2. Alors c'est lié justement à sa croissance. Hein. Quand l'arbre est en croissance, il stocke du CO2 par photosynthèse, et ce CO2, il reste stocké dans le bois. Quand on coupe un arbre, ce bois, le CO2 reste renfermé dans cet arbre. Et du coup, ça, c'est aussi assez intéressant d'un point de vue bilan CO2, d'un point de vue impact carbone sur les constructions. Et puis aussi un terme qui revient souvent dans les filières, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors sans vous rentrer en détail de ce schéma, mais très simplement on arrive à le comprendre, c'est que quand on part de la forêt, on comprend assez facilement qu'avec un arbre, on peut avoir plusieurs cycles d'utilisation. Le premier étant évidemment de le valoriser avant tout en bois d'œuvre, donc en bois de construction, de ne pas directement forcément le brûler, mais déjà de l'utiliser en planche. Donc premier cycle d'utilisation, après recyclage, deuxième cycle d'utilisation sous forme de panneaux par exemple, qui sont réinjectés dans un deuxième cycle. Et puis en fin de vie, on peut ensuite l'utiliser comme biomasse. Et là, on a 3 cycles d'utilisation assez faciles. Et ensuite, au niveau CO2, on n'a pas de CO2 créé, justement par ce cycle vertueux du CO2 au niveau du stockage de la forêt. Ensuite, alors, on prend souvent ces exemples un petit peu historiques par rapport à la durabilité dans le sens pérennité du matériau.
Construire en bois, souvent, le questionnement, c'est oui, si je construis en bois, est-ce que c'est une maison que je peux transmettre à mes enfants, que je peux aussi revendre sans dépréciation? Historiquement, on sait que le bois, il était là bien avant le béton, on va dire moderne, comme quelques exemples locaux, hein, comme celui-ci, la cité Plantagenet au Mans, ou même carrément plus proche, le quartier Bouffay, pour ceux qui connaissent. On a quelques exemples de construction à colombage, qui est ni plus ni moins l'ancêtre du poteau-poutre actuel. Je reviendrai sur les techniques constructives, parce qu'il faut aussi bien comprendre que sous l'appellation maison-bois, construction-bois, il y a plusieurs techniques. Et puis, je dirais, son principal argument structurel, c'est justement son ratio légèreté-solidité. Là, j'ai pris un exemple assez atypique au Japon, où on a une passerelle qui paraît quasi suspendue, mais qui est simplement soutenue par un poteau central. Alors, évidemment, il y a les extrémités qui le soutiennent aussi, mais ça, c'est son point fort. Par exemple, pour construire des surélévations, le bois est aujourd'hui un matériau quasi incontournable. C'est un matériau qui est 4 à 5 fois plus léger que le béton, avec des propriétés mécaniques qui sont bien supérieures proportionnellement à son poids. Donc ça, c'est aussi un argument quand même assez intéressant. Et puis, alors ça rejoint le précédent argument, c'est un matériau qui est tout-terrain, qui vraiment peut être amené à être utilisé sur des terrains en pente, sur des terrains à faible portance, sur des terrains humides, des terrains qui sont difficilement constructibles, pardon. Et ça peut avoir un avantage si dans des départements comme le 44 et surtout la métropole nantaise où les terrains commencent à se faire rares, où là on commence à se dire on a des terrains plus complexes à construire qui ne sont pas forcément portants pour de la maçonnerie mais qui vont le devenir pour le bois. Donc ça peut amener aussi à une valorisation supplémentaire de certains terrains qui ne pourraient pas l'être avec des matériaux plus lourds. Et puis un autre argument, alors donc c'est son côté chaleureux, mais alors, chaleureux aussi bien pour se chauffer que pour aménager. Chaleureux, en fait, il y a deux approches. Il y a l'approche, je dirais, psychosensorielle, on se sent bien. Alors, dans des bâtiments avec du bois. Et aujourd'hui, on commence à avoir aussi des résultats scientifiques. On peut le prouver scientifiquement pourquoi on se sent bien dans des bâtiments bois. Alors, je ne peux pas vous le présenter ce soir parce que ce serait un peu long, mais ça a aussi une incidence sur le rythme cardiaque, ça a une incidence sur la concentration, ça a une incidence sur plein de phénomènes qui sont liés à notre existence et qu'on arrive de plus en plus à mesurer scientifiquement. Et puis aussi, il y a des raisons qui sont liées aux matériaux. C'est-à-dire le matériau bois, c'est un matériau qui a une effusivité. L'effusivité, c'est la capacité à transmettre ou pas de la chaleur. Je prends toujours l'exemple du sauna. Alors, essayez de faire un sauna tout en métal. Je pense que vous n'irez pas vous asseoir, mettre vos fesses sur un sauna en métal, parce que le métal, il absorbe énormément la chaleur, ce qui n'est pas le cas du bois. Donc cette capacité, cette faible effusivité, on la reprend aussi sur le phénomène de ce qu'on appelle de parois froides, qu'on ne retrouve pas justement sur le bois. Parce que le bois n'absorbe pas, quand on met la main sur le bois, il ne va pas absorber votre chaleur, il va rester neutre, ce qui n'est pas le cas d'autres matériaux comme le métal ou le béton. Donc ce côté chaleureux, il est lié aussi aux propriétés intrinsèques du matériau. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas ou si je suis trop rapide, il ne faut pas hésiter à me couper la parole, à me dire j'ai pas compris là. Donc n'hésitez pas à lever la main. Et puis un matériau confortable, alors c'est lié au bien-être d'avant, mais confortable dans le sens d'un point de vue thermique. C'est-à-dire que d'un point de vue thermique, on le sait, la construction bois, je vais rentrer dans le détail juste avant. Alors souvent, on fait le raccourci de dire le matériau bois est un matériau isolant. Mais si on rentre dans le détail, ce n'est pas le matériau bois qui est isolant, c'est l'isolant qui renferme. Quand vous prenez un mur ossature bois, pour ceux qui connaissent comment est fait un mur ossature bois, mais je vous le montrerai juste après, on a en fait une isolation dite répartie. C'est-à-dire que l'épaisseur de l'isolation est dans l'épaisseur de la structure du mur. Ce qui n'est pas le cas de maçonnerie, où vous avez la maçonnerie, et l'isolant est rapporté à l'extérieur ou à l'intérieur. Et ça, en termes de, je dirais, de performance, en termes d'épaisseur et de performance thermique, le bois est quand même assez performant de ce point de vue-là. On peut très facilement atteindre des constructions dites passives, comme cette maison réalisée à Saint-Sébastien-sur-Loire, qui est une maison passive, hein, qui est très sobre en termes d'architecture, hein, avec des volumétries très simples, mais qui quand même a un certain cachet en travaillant sur la façade, en travaillant sur plein de détails assez intéressants, comme la partie basse de la façade aussi, qui est traitée différemment, qui peut amener aussi un peu d'architecture de manière relativement simple. Et c'est vrai que plus on va aller dans une réglementation thermique qui impose de faire des bâtiments très peu énergivores, et plus le bois, je dirais, va s'imposer naturellement. Un autre argument aussi, mais qui est lié au bois, mais aussi à d'autres filières qu'on qualifie de sèches, comme le métal, la construction métallique, c'est sa capacité à être préfabriquée.
Et ça, c'est intéressant quand on est en ville, par exemple, quand l'accessibilité est limitée ou quand il faut aller vite pour d'autres raisons, d'emprise, par exemple, sur la voie publique. Eh ben, on va préfabriquer, comme ici sur la photo, des éléments bois, des ossatures bois, comme ici. On ne le voit plus, mais l'isolant a été intégré dans l'ossature. On a mis la membrane d'étanchéité à l'air. On a les ouvertures qui sont visibles ici, où on va pouvoir intégrer les menuiseries, également en atelier. Donc il y a tout un travail de préfabrication qui amène aussi un vrai gain sur le chantier. Mais par contre, il y a un temps masqué assez important, parce que pendant que la chape béton est coulée, bah là, on va pouvoir travailler sur l'ossature bois. Et puis ensuite, on va pouvoir intervenir très rapidement. Une maison peut être levée en l'espace d'une journée, hein. Ça peut être très rapide, hein.